Alors, est-ce que tout est bon? Oui, on va pouvoir y aller. On est bon. Bonjour à tous, c'est Thaïs. Il y a 3 jours environ, j'ai un ami de longue date qui m'a contacté pour me demander pourquoi j'avais arrêté de parler d'engagement politique et d'immigration sur ma chaîne, puisqu'il la regardait régulièrement depuis le début. Et effectivement, il était surpris de constater que je me consacrais davantage à des thématiques telles que le féminisme, les mectos, et plus tellement d'insécurité ou d'immigration, comme je le faisais dans mes toutes premières vidéos. Et il n'est pas le seul à se poser la question. Ça fait 1 mois que je reçois des dizaines de messages, de tweets qui me posent la même question et qui me reprochent, même parfois, d'avoir abandonner, selon leurs termes, le sujet, la thématique de l'identité au profit de thématiques telles que le féminisme, le masculinisme, l'hypergamie, etc. C'est sensiblement la même chose dans les commentaires sur YouTube. Beaucoup d'entre vous se demandent est-ce que Thaïs a changé de thème de prédilection? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'elle a arrêté d'être identitaire? Et du coup, à quoi servent les vidéos sur cette chaîne? Il est très vrai que la direction de ma chaîne a considérablement évolué depuis plusieurs mois et que ça mérite une explication. Et donc, toutes vos questions m'ont poussé à faire cette vidéo pour répondre à vos interrogations plutôt que de vous laisser dans le flou. Ce sera aussi l'occasion pour moi de revenir sur ce qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube et sur mon parcours depuis le début de mon engagement politique. Et vous allez voir que, on ne dirait peut-être pas comme ça, mais quand je suis montée sur un toit en juin 2020 face au comité Adama, je préparais déjà, sans le savoir, mon arrivée sur YouTube. Alors, si vous êtes un abonné de longue date et que vous vous demandez si mon contenu va changer, ou si vous êtes un abonné récent qui avait découvert ma chaîne peut-être via mes shorts qui ont bien marché, et que vous vous demandez comment une femme de 23 ans peut tenir un discours anti-féministe, cette vidéo est faite pour vous. En fait, mon parcours politique, il commence bien avant la création de cette chaîne YouTube, puisque j'ai commencé à m'intéresser au militantisme et à la politique en général en 2018, alors que j'étais en 2e année de fac à Toulouse de Le Mirail. Et donc à ce moment-là, mon univers social, c'est grosso modo la paroisse où j'allais à la messe tous les dimanches, et ma faculté, donc, où je suivais mes cours de licence en langue étrangère. J'étais en 2e année, j'avais fraîchement 18 ans, parce que j'ai sauté une classe, j'ai 1 an d'avance. Et comment vous dire que j'en étais assez insatisfaite. J'avais une soif d'aventure qui était inassouvie, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu au militantisme. À ce moment-là, je n'y connais pas grand-chose à la politique en général. Personne dans ma famille ne s'y était jamais investi. Et je rencontre des militants de Génération Identitaire dans un bar, puisque nous étions invités à un pot de départ d'un ami en commun qui avait fait partie de la section toulousaine de ce mouvement, ce que j'ignorais à l'époque. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, donc salut Nico. Je pense que beaucoup d'entre vous m'ont découverte grâce à mes vidéos récentes ou grâce à mes shorts, mais il faut savoir que avant de parler d'hypergamie, je parlais plutôt de remigration. Logique, puisque en tant qu'ex-militante de Génération Identitaire, je constate l'urgence migratoire et sécuritaire dans notre pays et en Europe. Alors pourquoi est-ce que je choisis de m'engager à 18 ans en politique? Est-ce que à cet âge-là, on n'a pas mieux à faire, comme dirait Cyril Hanouna? Je trouve que vous avez des priorités qui ne sont pas les bonnes à votre âge. Mais bon, non, mais c'est pour savoir si à 21 ans, vous voyez oui. Ce qui se passe, si vous êtes dans votre truc. Ce qui m'a séduit à l'époque à GI pour Génération Identitaire, c'est finalement ce qui a séduit beaucoup de nos soutiens. Alors, évidemment, il y a les idées, la défense de la culture française, la défense de la civilisation européenne, la lutte contre le racisme anti-blanc, mais ça n'explique pas tout. En fait, il y a surtout le côté humain. Je découvre un groupe de jeunes comme moi, de jeunes Français de souche qui assument ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Je découvre des garçons et des filles qui sont sains et déter. Je découvre des méthodes d'action carrément stylées, voire spectaculaires parfois, au service d'un message politique clair et sans concession.
Et ce qui me frappe immédiatement, c'est l'aspect « un esprit sain dans un corps sain ». Vous savez, je vois des filles qui sont féminines, des garçons qui sont virils, mais tous ces militants, ils ont en commun une forme d'héroïsme. Et ils sont prêts à sacrifier leur confort pour une cause. À partir de là, ça ne fait plus aucun doute. Je veux leur ressembler. Moi aussi, je veux être militante. Moi aussi, je veux apprendre à développer cette mentalité d'aventurière et, on va pas se mentir, de tête brûlée. Alors pendant 3 ans, de mes 18 ans à mes 21 ans, je vais militer à fond. Toutes les personnes qui me connaissent de cette époque le savent, j'étais franchement de tous les collages, tous les tractages, tous les stickages auxquels je pouvais me rendre, de toutes les actions. C'est à ce moment-là que je fais mon éveil politique grâce à ce mouvement qui nous formait idéologiquement, intellectuellement, politiquement. C'est à ce moment-là que je saisis la nécessité vitale de défendre la France et l'Europe et que je lis également Guillaume Faye, qui nous était recommandé comme auteur à lire et qui est véritablement devenu une référence politique pour moi et que je cite d'ailleurs assez régulièrement dans mes vidéos. Comme je vous le disais, je découvre aussi l'activisme et donc les procès et parfois les gardes à vue. J'en ai fait 2. Mon baptême de l'air en octobre 2018 avec 48 heures de garde à vue dans les geôles marseillaises et une de 24 heures avec 5 de mes camarades début 2020 avant le confinement. Et puis, il y a cette fameuse action Place de la République en juin 2020. Cette image d'une banderole déployée sur le toit d'un immeuble, initiative d'identitaires. Oui, des militants de Génération Identitaire ont perturbé le rassemblement parisien avec cette banderole. Il est environ 14h45, place de la République, lorsqu'une banderole rouge et blanche est déroulée depuis le toit d'un immeuble. Sur celle-ci, un slogan qui parodie celui du collectif Adama Traoré. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. On aperçoit alors depuis la foule des individus qui grimpent à leur tour sur le toit pour aller à la rencontre des militants de Génération Identitaire. Des coups sont échangés avant que les nouveaux arrivants ne finissent par reculer. 14 militants de GI, dont je faisais partie, déploient une grande banderole de 16 mètres face au comité Adama. À ce moment-là, je monte sur une cheminée avec un fumigène à la main et cette image fait un véritable buzz. Également une vidéo que j'avais tournée depuis le toit qui avait atteint les 3 millions de vues sur Twitter avant que la plateforme ne suspende mon compte. Et les médias me présentent comme la porte-parole de Génération Identitaire et finalement me consacrent un peu telle quelle. Ce n'était pas encore le cas à ce moment-là, mais du coup ça l'est un peu devenu. Je découvre l'exposition médiatique, j'étais très fière de représenter le mouvement auquel j'appartenais, mais ce n'était pas un projet dans un futur proche pour moi de devenir porte-parole de mon mouvement, parce que derrière, après, à la fac, ça allait pas trop passer. Mais j'ai endossé mon rôle avec énormément de fierté et ce souvenir reste gravé dans ma mémoire. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour que vous compreniez que l'engagement chez les identitaires a été capital dans mon parcours. Sans ces 3 années à militer avec eux sur le terrain, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est le militantisme qui m'a appris à forger mes idées et à les incarner. Les habitudes et les souvenirs de cette époque, je les conserve encore précieusement. J'ai les t-shirts floqués, j'ai la casquette, la doudoune. Ah, j'ai aussi une affiche. Tenez, regardez ça, c'est collector. J'avais participé à une campagne d'affichage. Je dois avoir 19 ans et c'est écrit « Je veux être le nouveau souffle qui va changer notre pays ». Voilà, sans GI, je n'aurais jamais lancé cette chaîne YouTube. GI, ça a été un premier âge d'or pour moi, et pas le dernier. Mais comme tous les âges d'or, celui-ci va prendre fin. C'est Thaïs de Génération Identitaire. Il se peut que notre mouvement n'existe plus d'ici 10 jours. Comme nous ne comptons pas nous laisser faire et que vous êtes nombreux à vouloir nous soutenir et nous aider, nous organisons un grand événement. En mars 2021, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, décide de dissoudre Génération Identitaire, alors que nous sommes
au sommet de notre notoriété et de notre puissance médiatique. C'est un véritable deuil à faire d'une communauté militante durement touchée. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours les mêmes idées, mais je sais que je ne pourrai plus être activiste comme avant. Et c'est une période que j'ai très mal vécue. Et je ne suis d'ailleurs évidemment pas la seule. Alors, je décide d'agir sur YouTube pour continuer de porter nos thèmes. La lutte contre l'invasion migratoire, la lutte contre la culpabilisation des Européens et la lutte pour l'affirmation de notre culture. Se lancer sur YouTube, c'était pour moi un vrai saut dans l'inconnu, notamment au niveau économique. Je n'avais aucun soutien financier de mes parents, donc je devais me débrouiller. J'avais déjà travaillé comme surveillante dans une école primaire de Toulouse où j'habitais, en parallèle de mes études et de mon engagement pour payer mon loyer et mes courses. J'avais également été community manager de Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, qui m'avait courageusement virée après mon passage à Balance ton poste, soi-disant parce qu'il ne savait pas que j'étais identitaire, enfin bref. Il faut donc que je trouve un moyen de vivre tout en consacrant mon temps à ce tout nouveau projet. C'était impossible pour moi de me reposer sur ma famille qui, à l'époque, n'était pas franchement enthousiasmée par mon engagement militant. Et comme j'ai été porte-parole de GI et que je commence à être connue, autant vous dire que les employeurs ne se bousculent pas au portillon. À ce moment-là, je n'y connais rien à YouTube, je n'ai aucune expérience de cette plateforme, donc j'apprends un peu sur le tas et forcément, je commets des erreurs. Notamment, je décide d'ouvrir un compte Tipeee sur lequel mes soutiens peuvent me faire des dons, comme le font d'autres youtubeurs. Je me dis que c'est une bonne solution pour monétiser ma chaîne. Quand on débute sur YouTube, les revenus publicitaires sont vraiment dérisoires. Aujourd'hui encore, pour vous donner une idée, je ne touche que quelques centaines d'euros par mois. Alors, imaginez à l'époque. Je n'avais pas non plus encore suffisamment de partenariats et de sponsors avec des marques comme Terre de France par exemple, que je remercie au passage, pour avoir une source de revenus pérenne. Et je ne suis pas encore assez efficace pour sortir du contenu exclusif payant, donc un Tipeee, ça semble être le bon choix. Donc vous connaissez peut-être Tipeee, mais ça fonctionne sous forme de palier, donc je crée un palier à 5 €, 10 €, 20 €, et je crée un palier à 250 € pour les donateurs les plus généreux, et je m'engage à ce moment-là à rencontrer le donateur en question. Moi, dans ma tête, je me dis que c'est simplement faire preuve de correction et de remercier en personne les donateurs les plus généreux. Malheureusement pour moi, cet épisode va créer un malentendu qu'on me ressort encore régulièrement. J'admets volontiers que c'était une erreur, j'ai copié ce palier sur un autre youtubeur sans vraiment me rendre compte des implications. Et c'était les débuts de ma chaîne, je connaissais mal YouTube et tout ce qui touche à la monétisation. Je n'étais pas conseillée et dans la frénésie de l'après-dissolution de GI, je ne me suis pas rendu compte de l'image que ça pouvait renvoyer. Je me disais, peut-être un peu naïvement, c'est une question de correction, la moindre des choses quand quelqu'un vous donne 250 €, c'est de le rencontrer. Immédiatement, je me suis ramassé une volée de bois vert et j'ai très vite compris mon erreur puisque j'ai supprimé ce palier après 24 heures. Et ça me servira de leçon. Puis de toute façon, Tipeee a supprimé mon compte 1 ou 2 semaines après. Donc autant vous dire que ça fait belle lurette que je n'ai pas touché un centime sur ce Tipeee. Mais bref, revenons-en au sujet. Je lance ma chaîne avec des vidéos politiques où je parle de la place des femmes à droite, des mensonges sur les banlieues ou de pourquoi je voterai Zemmour en 2022. Et justement, la parenthèse Zemmour, ça va constituer un tournant pour ma chaîne. Et vous allez comprendre pourquoi. Je suis complètement électrique pour le Z. Je vais au meeting du Trocadéro, à Agen, à Toulon, je rencontre les militants de Génération Z, j'utilise mes réseaux sociaux pour soutenir sa candidature et sa campagne, parce que j'y crois à 100%. Malheureusement, vous connaissez les résultats comme moi, c'est la déception. Je pense encore à ce jour que Zemmour a fait une très bonne campagne, mais qu'il a subi des circonstances très difficiles, comme la guerre en Ukraine, ou un RN qui demeure aux yeux des classes populaires le principal parti de la droite nationale. Cet épisode est une véritable prise de conscience pour moi. Pour la première fois depuis que je me suis engagée en politique, j'en viens à penser que la victoire électorale n'est pas atteignable, ou en tout cas pas pour le moment. Et je me rends compte que le combat électoral est un objectif lointain
difficilement atteignables dans les conditions actuelles. Parce que nos thématiques sont trop éloignées de la vie vécue par les jeunes générations, parce que notre vision du monde est juste mais trop abstraite et n'apporte pas de solutions concrètes, et si les idées identitaires doivent percer, elles doivent être mieux comprises et promettre des récompenses plus utiles dans l'immédiat. Je comprends qu'il faudra appuyer sur d'autres leviers pour gagner, mais je ne sais pas encore lesquels. Et c'est là qu'une série de déclencheurs va survenir. La psychologie des rapports hommes-femmes m'a toujours intéressée. J'ai franchement envie de m'y plonger sérieusement, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. C'est justement à cette période qu'une après-midi, en scrollant sur mon compte Instagram, je reçois un message de Julien Rochdy qui me demande mon adresse. En fait, il est sur le point de sortir son nouveau livre, L'amour et la guerre, qui parle justement de psychologie des rapports hommes-femmes. Et il décide, pour faire connaître son travail, de l'envoyer à plusieurs personnes qui partagent et diffusent nos idées, dont moi, ce que j'accepte évidemment. Et 4 jours plus tard, je reçois mon colis. Je dévore le livre en quelques jours. Dès que j'ai un voyage dans le train, une soirée de livre ou que j'ai fini mon travail un peu plus tôt, je lis. Et quand j'ai fini, je relis certains passages et je prends des notes. Ce livre m'apprend énormément de choses et me donne envie d'en apprendre encore plus. Alors, inutile de dire que je vous le conseille. Grâce à cet ouvrage, je commence à découvrir l'univers de la psychologie évolutionniste que j'ignorais totalement avant ça. J'apprends aussi à parler en termes de personnalité, d'archétypes, et j'apprends aussi la critique du féminisme qui dépasse la simple opposition pavlovienne. En m'intéressant à la psychologie, j'en viens à me souvenir de ce qui m'avait attiré à GI au départ, à savoir ce côté jeunesse de souche qui s'assume, et donc la question de la virilité, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de prendre des risques pour défendre leur pays, quoi qu'en disent les autres. Et je me rends compte que depuis que je suis partie, je ne retrouve cet esprit d'aventure et de prise de risque quasiment nulle part. Et c'est aussi l'époque de l'offensive trans, avec notamment le passage de Lily, vous savez, ce pseudo-enfant transgenre, qui était passé chez Quotidien. Ce soir, on voulait partager avec vous un témoignage fort, celui de Lily. Lily, elle a 8 ans et il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Lily vient nous parler avec sa mère qui s'appelle Christelle. Alors, tu es né garçon, tu t'appelais À quel moment tu as senti que tu étais Lily? À 3 ans. Et je me disais à maman des idées suicidaires, tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et je me rends compte que face à cela, la droite ne tient pas de discours clair pour le jeune français moyen. Soit la droite absorbe le féminisme old school qui a pavé la voie au discours trans, soit elle se plaint mais sans rien proposer, ce qui est paralysant et ne mène nulle part. Donc, comme vous vous en doutez, ce n'est pas très satisfaisant. C'est une double impasse qui ne satisfait personne et ne donne aucune réponse. Et en plus de ça, je constate l'émergence d'une culture très malsaine entre les jeunes hommes et femmes de notre époque. Il n'y a qu'à voir sur TikTok. D'un côté, vous avez des filles qui ne cessent de se plaindre des hommes en disant qu'ils ont des goûts superficiels mais qui refusent de sortir avec des garçons qui font moins d'1m80. How short is too short in a guy? If you are not 6'2", you are not for me. So I need at least 6'1". Minimum 6 feet, preferably 6. Et de l'autre, des pseudo-mâles alpha qui conseillent aux garçons de devenir des guignols prétentieux qui doivent rouler en Bugatti pour draguer. Let's take you for example and me, and we both pull up and we go to your girl. Odds are I'm gonna take that bitch. If you compared me to you, you're not gonna win that battle. So the next time you think that your girl's on lock, I got the keys to the castle, motherfucker. Il est évident que quelque chose ne va pas. Et là, c'est le déclic. Comment sauver une civilisation s'il n'y a plus de héros pour se battre pour elle? Ou s'il n'y a même plus personne pour fonder des familles? Et pour moi, ça devient clair et limpide comme de l'eau de roche à partir de là. Il y a un lien évident entre la redécouverte de l'héroïsme et celle de la reconquête à accomplir. À l'évidence, la question identitaire, disons pure, reste capitale, mais je me rends compte du caractère crucial de la question de la masculinité pour permettre la renaissance de cette identité. Sans une armée d'hommes valeureux, prêts à défendre leur terre envers et contre tout, rien ne sera possible. Donc quand on me dit que j'ai abandonné le combat identitaire, ce n'est pas exact.
Alors je ne parle plus d'identité de la même façon que je le faisais au début de ma chaîne, c'est vrai, mais comme je l'expliquais avant, la question du rapport entre les sexes est liée à l'identité. Comment défendre l'identité française et européenne si les Européens en question subissent sans rien dire, et si les Européennes ne sont même plus capables de fonder des familles et de perpétuer leur lignée? D'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser comme ça. Avant moi, Guillaume Fay s'y était intéressé dans un ouvrage paru en 2011, Sexe et dévoiement. Malgré mon intérêt pour Fay, que j'ai développé à mon arrivée à GI, je n'ai appris l'existence de ce livre que tardivement. En effet, il ne fait pas partie des plus connus de l'œuvre de Fay, ce qui est franchement dommage parce qu'il donne des clés de compréhension fondamentales pour comprendre le rapport entre l'identité européenne, le combat politique et la psychologie des sexes. Le fait qu'un intellectuel de notre mouvance et surtout de son calibre se soit intéressé à ce sujet me montre que cette démarche est la bonne. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi vous intéresser davantage à la question, je vous recommande la lecture de Sexe et dévoiement, même s'il est un peu difficile à trouver. En fait, je commence à comprendre que se laisser mourir entre Européens, c'est la même chose que de se laisser envahir. Je reste une identitaire convaincue et je continuerai à assumer cette vision sur ma chaîne. Par contre, j'ai décidé de mener ce combat d'une façon différente, en l'abordant sous un autre aspect, qui est justement celui que je vais vous décrire dans un instant. C'est justement à la suite de ces éléments déclencheurs que je vais décider de changer de cap pour ma chaîne. C'est décidé, je vais exprimer ma vision propre, celle d'une jeune femme identitaire de la génération Z. Mon but, c'est de faire le lien entre la question de l'identité et celle de la virilité. Pour moi, il faut réveiller les instincts positifs des Européens pour qu'ils puissent redevenir maîtres chez eux. Ça peut paraître surprenant, mais vous allez voir que c'est très cohérent. Il y a un gros problème. La situation actuelle est mortifère. Nous vivons une guerre des sexes où la masculinité est diabolisée. Depuis des décennies, le cinéma nous propose majoritairement le même type d'homme pour incarner le masculin. Du muscle, du courage, du contrôle, de la virilité et parfois de la violence. Si on pense par exemple à la grande époque d'Hollywood, on a des hommes qui se ressemblaient tous. Ils avaient tous des épaules carrées, la mâchoire carrée, ils se tenaient droit, très droit. Ils étaient toujours habillés de façon très sobre. Puis idéalement, il fallait qu'ils aient l'air un peu macho, qu'ils parlent peu, qu'ils n'expriment pas leurs sentiments, qu'ils aient l'air d'être constamment autosuffisants. 3 acteurs que j'étudie dans ce livre, c'est essentiellement Timothée Chalamet, Tom Holland et Harry Styles. Et ce qu'ils ont en commun, à part d'être ultra populaires, notamment auprès des jeunes, c'est qu'ils parlent vraiment de leurs sentiments, mais aussi un petit peu de leur féminité. Dire « je revendique d'être gentil, je revendique d'aller voir le psy, je revendique d'écrire dans un carnet intime mes pensées, ce qui va mal, je revendique d'écouter des femmes, d'avoir des femmes comme mentors. » Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est revendiqué et qui est très très nouveau. Et la féminité est mise à mal par l'idéologie trans. Nous vivons sous le double diktat de l'individualisme et de l'hédonisme au détriment des relations stables. Et donc en résulte de l'isolement, beaucoup de solitude, de la dépression et de l'instabilité. C'est toute la catastrophe de la révolution sexuelle qui a instauré un monde de compétition malsaine où les hommes apprennent à détester les femmes et inversement. Personne n'est satisfait de cette situation et pourtant les choses ne changent pas. Nous assistons à une disparition de la famille et donc du socle de la civilisation européenne. Parce que oui, une civilisation se perpétue en faisant des enfants. Donc si demain les Italiens et les Français arrêtent de faire des enfants, il n'y aura plus de France et d'Italie dans quelques générations. Alors si rien n'est fait, la société française et la civilisation européenne disparaîtront par la mécanique du grand remplacement et par la stérilité. Le tableau, je le vois déjà, il est comme ça. Imaginez dans le métro, des blancs isolés sous Prozac, entourés de poussettes africaines qui débordent. La France du futur, si rien n'est fait, ce sera le tiers-monde et on aura droit au même scénario de dépossession qu'il s'est passé avec les fermiers blancs en Afrique du Sud. Shoot to kill, kill our kiss the poor, the farmer, kiss the poor, the farmer, brr, pa, brr, pa. Et ce sera la fin pour toujours de la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais enfantée. Tout cela est bien déprimant, je vous l'accorde, mais il y a une solution. Il faut réveiller les instincts positifs des Européens pour qu'ils puissent redevenir maîtres chez eux, notamment par une forme d'héroïsme. Donc, il faut s'adresser aux Européens, et surtout aux hommes, et leur donner des éléments de compréhension
Et enfin, réinscrire tout ça dans le combat politique identitaire. Il nous faut passer de la simple critique du féminisme à une conception enracinée de la virilité dans notre civilisation et dans les héros de notre histoire, afin de reforger chez les Européens une âme de reconquérant. Alors, vous vous demandez sûrement comment concilier ces deux éléments. Ça tombe bien, c'est le sujet de ma prochaine vidéo à l'étranger, donc pensez à vous abonner pour ne pas la rater. L'idée, c'est de redécouvrir ce que j'appelle la virilité héroïque, c'est-à-dire la virilité comprise comme au-delà du culte des gros muscles, donc le courage, l'affirmation et la détermination. Donc virilité d'accord, tout le monde a compris, mais pourquoi héroïque? Parce qu'il s'agit de mettre son corps et son esprit au service du dépassement de soi et de la civilisation. C'est à la fois une façon de développer ses qualités personnelles et de participer au sauvetage de notre culture. C'est donc une vision qui est personnelle et politique et qui n'oppose pas les deux. C'est d'ailleurs quelque chose que j'évoque pas mal dans les articles que je poste 2 fois par mois et que vous pouvez retrouver sur mon site internet ou sur SoundCloud en version audio, où j'encourage mes abonnés à prendre la voie de l'engagement politique. Je pense que c'est toujours pertinent, mais le véritable moyen de changer les choses, c'est l'engagement héroïque, qui peut inclure la politique, mais qui est plus large, et qui s'adresse en fait à tous ceux qui partagent nos idées, quelle que soit leur situation. Et donc, il faut chercher à développer ces qualités héroïques pour se sauver et sauver les autres. Cela ne concerne pas que les hommes d'ailleurs, puisque, par contraste, redécouvrir cette forme de virilité implique aussi de redécouvrir une forme de féminité. Le plan pour les femmes, c'est de développer une féminité positive qui ne verse ni dans le féminisme, ni dans la promiscuité nihiliste, ni dans la femme effacée. Il faut permettre aux Européens de sortir par le haut du chaos ambiant, en conciliant leur intérêt personnel et celui de la civilisation. Comme vous pouvez le constater, c'est un sujet extrêmement politique. Ceux qui m'accusent d'avoir arrêté la politique commettent une erreur. Alors oui, il est vrai que je ne suis plus activiste, à mon grand regret, vous savez, les actions de génération identitaire me manquent énormément, mais si vous aussi ça me manque, il faut adresser vos réclamations à Gérald Darmanin. Certains considèrent même que les nouveaux sujets que j'aborde sur ma chaîne ne sont pas politiques, mais à ce moment-là, je pose la question. La transformation du féminisme, qui est une des idéologies dominantes de notre époque, ce n'est pas de la politique? La solitude affective en Occident qui accompagne l'effondrement du mariage ou de la démographie et qui participe au grand remplacement, n'est-ce pas un sujet ultra politique? Et la fin de la monogamie, pilier de notre civilisation, remplacée par des délires gauchistes comme le polyamour, est-ce que ça non plus, ce n'est pas politique? Je parle donc de sujets politiques différents, mais pas moins importants. Alors, pour inaugurer le nouveau cap de ma chaîne, je décide de sortir une vidéo, première vidéo sur le sujet, pourquoi je ne suis pas féministe. C'est un peu une sorte de test, pour moi comme pour mon public. Est-ce que je suis capable de faire une vidéo qui sort un peu de mes habitudes et qui intéresse mon public et dont je sois fière. Je suis déjà assez persuadée que je dois faire ce saut dans l'inconnu, mais je ne sais pas encore si ça va marcher. Je me dis que si cette vidéo est un échec parce que personne n'en comprend l'intérêt, alors je serai un peu perdue. Autant vous dire que pendant l'écriture, le tournage, le montage et les heures qui ont suivi la publication de cette vidéo, j'ai passé des heures à la limite de la crise nerveuse, complètement angoissée. Est-ce que le test va être concluant? La réponse est oui. Ouf! Et pas seulement sur le nombre de vues, mais aussi sur les réactions nombreuses d'hommes et de femmes. Ça intéresse. Je continue quand même à poster des vidéos plus classiques qui avaient déjà été tournées auparavant, comme celle sur la victoire de Giorgia Meloni en Italie ou comme celle sur la colonisation. Mais cette expérience de la vidéo « Pourquoi je ne suis pas féministe », ça confirme que quand on parle de masculinité et de féminité, non seulement ça intéresse mon public, mais c'est politiquement pertinent. Les réactions des hommes et des femmes dans mes commentaires confirment qu'il y a une recherche d'un discours qui allie le réalisme sur la psychologie féminine et masculine et le combat plus identitaire. Alors, je décide de continuer. Je publie une vidéo sur la misère affective masculine et des pistes pour s'en sortir. J'y explique entre autres que les simps, les cucks ou les incels sont des phénomènes qui sont partiellement dus au féminisme ambiant. Immédiatement, on se met à me traiter de pick me, c'est-à-dire de femmes qui jouent les antiféministes pour plaire aux hommes. Ça,
C'est le grand classique. Quand une femme commence à critiquer le féminisme, c'est forcément une pick-me. Effectivement, il est rare de trouver des femmes qui évoquent les sujets qu'on range dans la catégorie red pill. Est-ce que ça participe à mon succès? C'est fort probable. Et c'est tant mieux, puisque mon but c'est de parler à un maximum de monde possible, mais mon discours est un discours de vérité, même si elle fait du mal à entendre. Je ne suis pas là pour dire aux hommes qui galèrent dans leurs relations que tout est de la faute des femmes. Je critique le féminisme, mais je mets aussi l'accent sur la nécessité de faire un travail personnel sur soi et de garder espoir pour trouver une femme de valeur, parce que c'est évidemment possible encore aujourd'hui, tant qu'on est un homme de valeur. Je pointe du doigt le fait que la société soit déséquilibrée en faveur des femmes, mais que tant qu'il n'y aura pas de grands changements de société globale, chacun doit prendre sa situation en main. Et en plus de ça, je donne aussi des conseils qui s'appliquent aux femmes pour ne pas qu'elles gâchent leurs plus belles années avec des hommes qui n'en valent pas la peine. Si vous regardez dans ma section commentaires, les réactions des femmes sont la preuve que mon discours n'est pas uniquement destiné aux hommes. Elles sont d'ailleurs plusieurs dizaines de milliers à me suivre sur YouTube. Et cette vidéo sur les cucks, les simps et les incels marche encore mieux que la précédente. Et je ne parle pas qu'en termes de vues. Je reçois des messages et des mails extrêmement touchants d'hommes qui me témoignent que ma vidéo leur a aidé à ouvrir les yeux sur leur situation et les a poussés à se dépasser. Victoire! Je suis évidemment hyper heureuse d'apporter une différence concrète dans la vie de tous ces gens, ce qui me pousse et me motive à continuer. Et en plus de ça, ça prouve que, visiblement, tout n'a pas été dit sur le sujet, contrairement à ce que j'ai pu parfois entendre. Beaucoup de youtubeurs parlent effectivement du sujet que j'évoque, mais pas de la façon dont je le fais. Mon but, c'est de dépasser le chaos actuel pour réconcilier les hommes et les femmes de notre civilisation. Au contraire, l'essentiel du discours red pill consiste à faire deux choses, soit simplement apprendre les bases de la psychologie féminine pour simplement draguer, soit donner du carburant pour alimenter le ressenti des hommes envers les femmes à l'infini. Dans les deux cas, ça ne rend pas vraiment service à qui que ce soit. Et puis quand j'entends les discours de droite à ce sujet, il est évident que tout le monde n'est pas au courant de l'essentiel. D'un côté, les modérés recyclent les arguments féministes et combattent l'idéologie trans au nom du féminisme qui appartenait à la frange la plus radicale de l'extrême gauche il y a 50 ans, et de l'autre, les radicaux s'enferment dans des postures incompréhensibles pour notre époque. L'idée selon laquelle une femme qui n'aurait pas déjà 5 enfants à 25 ans serait une gauchiste qui s'ignore, un refrain qu'on entend souvent, c'est une idée qui est beaucoup trop déconnectée de la réalité actuelle. Suite à ma vidéo sur le malheur masculin, je décide de poursuivre dans cette voie et de me consacrer pleinement à mon projet, c'est-à-dire explorer la psychologie masculine et féminine pour réveiller l'identité des Européens pour qu'ils s'affirment. Alors, je décide de parler des mectos, vous savez, ces hommes qui choisissent de s'émanciper de la tutelle féminine. Et comme d'habitude, je cherche à comprendre avant de chercher à juger. Et comme je refuse de diaboliser ces hommes, on m'accuse dans toute la sphère islamo-nationaliste type égalité et réconciliation d'exploiter la misère masculine pour me créer une audience. Dire ça, c'est comme quand la gauche dit que les partis de droite qui critiquent l'immigration exploitent la misère du vivre ensemble et fabriquent du racisme. C'est de la mauvaise foi. Il y a un problème. Il faut résoudre ce problème. Et pour résoudre un problème, il faut d'abord en parler. Donc, je m'adresse à un public qui subit la violence de la révolution sexuelle pour l'aider à s'en échapper. Effectivement, mon public est majoritairement masculin, comme pour YouTube en général, et c'est encore plus vrai pour le contenu politique. Donc, je m'adresse à eux. Mais cette accusation est très malhonnête. Je ne suis justement pas là pour conforter les hommes en difficulté dans une posture de complainte. Je m'efforce de les comprendre, mais aussi de les pousser à en sortir à mon échelle et à ma façon. Sans cruauté et sans mépris, mais sans démagogie. J'ai toujours détesté l'idéologie victimaire et la religion du ouin-ouin. Donc si je n'ai jamais adopté cette posture sur ma chaîne, ce n'est pas pour me mettre à le faire sur ce sujet ou sur un autre. C'est comme quand on m'accuse de cultiver un public de simp. Je rappelle ce qu'est un simp, c'est un homme qui couvre de compliments et d'argent des femmes sur internet dans le but d'obtenir leur affection. Alors oui, il y a des hommes au comportement de simp dans mes commentaires, comme pour n'importe quelle femme qui produit du contenu sur internet. Mais j'ai toujours pris soin de ne jamais franchir la ligne entre avoir une proximité avec ma communauté
et développer des relations parasociales, c'est-à-dire surjouer la familiarité avec mon public pour leur faire miroiter je ne sais quelle récompense affective. D'ailleurs, dans ma vidéo où je parle des simps, je ne flatte pas leur ego. Je leur dis au contraire que je comprends ce qui cause leur situation, mais je les encourage justement à tout faire pour s'extraire de leur situation. J'ai même fait un short intitulé « Ne soyez pas un simp », difficile de faire plus clair et direct. Dans la section commentaires de ma chaîne YouTube ou de mon canal Telegram, c'est la même chose. Si on me fait un commentaire sur la qualité de mes vidéos, je réponds avec plaisir et avec courtoisie. Mais je fais justement attention à ne pas répondre aux compliments trop personnels, parfois déplacés, pour ne pas entretenir ce genre de relation avec mon public. Mon message aux hommes, ce n'est pas « tout va mal à cause des méchantes femmes que vous devez détester », c'est « apprenez à comprendre les femmes, appréciez leurs qualités, soyez conscients de leurs défauts, aimez-les pour ce qu'elles sont et travaillez à devenir un homme digne de vous trouver une femme de qualité ». Je mets au défi quiconque de me montrer en quoi ce discours exploite la misère masculine alors qu'il s'agit justement d'aider les hommes à en sortir. Et d'ailleurs, mon objectif à chaque vidéo, c'est de permettre de comprendre comment fonctionnent les hommes et les femmes pour justement aider chacun à améliorer sa situation. Les mensonges égalitaires ne rendent service à personne, surtout pas aux plus jeunes qui baignent dans la propagande Netflix depuis leur plus jeune âge et qui ne sont pas armés à faire face à la réalité. Depuis l'époque de mon engagement, je garde toujours les mêmes idées. Je suis une identitaire. Je reste une adversaire totale de la submersion migratoire et du changement de peuple et je continuerai de l'affirmer dans mes prochaines vidéos. Vous pourrez toujours compter sur moi là-dessus. D'ailleurs, à ce sujet, la prochaine vidéo devrait vous plaire. Je souhaite participer à mon échelle et avec mes moyens à la renaissance de la France et de l'Europe. J'ai simplement choisi une approche différente. Certains disent que je surferai sur l'antiféminisme pour faire des vues, mais à cela, j'aurais deux choses à leur répondre. Premièrement, je ne me définis pas comme antiféministe. Je suis plutôt pro-civilisation ou pro-famille si vous voulez, parce que pour moi c'est sensiblement la même chose. Je critique le féminisme évidemment, mais je cherche surtout à proposer une vision positive pour notre mouvance, c'est-à-dire le retour à des relations saines entre les deux sexes. Et comme le féminisme empêche d'atteindre ce but, je le critique. C'est pour la même raison que je considère Andrew Tate comme une voie de garage pour les jeunes hommes, même s'il dit des choses pertinentes. Mais quel est son bilan ? Il a commencé par faire de la cyberprostitution, pour finir par se convertir à l'islam et finit dans une prison roumaine. Dans les deux cas, c'est une idéologie du ressentiment basée sur une fausse vision du bonheur, et dans les deux cas, il n'y a pas d'aspiration collective pour notre civilisation. Et deuxième chose, il y en a certains qui souhaiteraient que je continue à parler d'immigration dans des vidéos qui plafonnent à 70 000 vues. Mais il y a une chose qu'ils ne voient pas. Quand je parlais de ces sujets, je ne parlais qu'à des gens déjà sensibilisés sur l'identité. Mais répéter à des gens ce qu'ils savent déjà, ça n'a aucun intérêt. Quelle différence ça fait? Et en plus, quand je tentais d'aborder ce sujet en sortant un peu des sentiers battus et en allant à contre-courant de certains discours de droite, comme ma vidéo sur les immigrés patriotes, ma vidéo sur l'assimilation ou ma vidéo sur la gauche sont les vrais fascistes, eh bien les vues étaient encore plus basses et les commentaires bien plus négatifs. C'est-à-dire que le public de droite n'aime pas sortir de ses réflexes sur ces questions-là. J'aurais pu faire le choix de tenir un discours de droite molle très démagogique sur les braves immigrés patriotes pour accumuler les vues, mais je ne l'ai pas fait par intégrité. Ou j'aurais pu choisir de ne prêcher qu'à des convaincus, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Par définition, les convaincus sont déjà acquis à la cause. Est-ce que le rapport de force peut aller en notre faveur si on ne parle pas aussi aux non-convaincus? Et surtout, pendant qu'on parle à ceux qui sont déjà d'accord avec nous, est-ce que nos ennemis restent les bras croisés? Bien sûr que non. Au contraire, parler à des personnes déjà convaincues, c'est autant de temps que notre ennemi va employer à parler à tous ceux qui, de facto, vont devenir nos adversaires. À votre avis, pourquoi la gauche est-elle aussi décidée à garder le contrôle sur une plateforme comme Netflix pour y diffuser son idéologie? On me dit que la meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et je préfère qu'on dise eux ou il au pluriel parce que quand on me parle et qu'on me dit il ou elle, je ne me reconnais pas du tout. Est-ce que c'est pour faire plaisir à ces troupes? Peut-être en toute petite partie, mais c'est surtout pour convertir des millions de personnes aux idées pro-trans et anti-blanches. Donc, mon but n'est pas de faire des vues pour faire des vues, c'est de convaincre. Et le succès de mes vidéos indique que c'est possible en utilisant ce thème-là. Un mot à mes abonnés les plus fidèles,
merci beaucoup. J'espère que la direction de cette chaîne vous séduit et que vous continuerez à me soutenir encore longtemps. Et pour mes abonnés les plus récents, j'espère que vous continuerez également de m'accompagner. Car je crois et je travaille à ce que mon contenu vous apporte la solution à certains de vos problèmes relationnels ou affectifs, en faisant le lien entre votre situation personnelle et des enjeux politiques et identitaires de notre époque, ce que personne d'autre ne propose aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il faut sortir de la dictature de l'égalitarisme qui pourrit la compréhension de la réalité. Il faut réapprendre que les hommes et les femmes sont des êtres différents, mais dont l'union est indispensable pour la relève de notre civilisation. Mon projet avec ma chaîne YouTube, c'est de réapprendre aux hommes et aux femmes qui me regardent à redécouvrir qui ils sont au fond d'eux-mêmes. Ni des herbivores déconstruits et névrosés, ni des harpies hystériques et cruelles. C'est la seule façon de partager un destin en commun. La France sans les Français ou l'Europe sans les Européens, c'est un concept très à la mode, mais c'est surtout une arnaque très dangereuse. Notre horizon, c'est de mettre un terme à la guerre des sexes, non pas en retournant dans le passé, mais en établissant clairement les termes de la négociation. Notre horizon, c'est de mettre fin à la parenthèse mortifère du féminisme. Mais pour ça, il faut repenser un modèle de société où les femmes n'en ont pas besoin pour défendre leurs intérêts. Notre horizon, c'est de réhabiliter la virilité héroïque dans notre société. Réapprendre à l'homme européen, ce prince déchu, à reprendre la place qui lui revient de droit. Tout ce que je viens de dire semble être une tâche gigantesque, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Chacun peut travailler sur lui-même et récolter les fruits de son effort. La solitude, la frustration, le ressentiment et la colère ne sont pas une fatalité. C'est un piège dont il faut apprendre à se défaire. Emprunter la voie de l'excellence et sortir du labyrinthe du monde moderne, c'est possible si on s'en donne les moyens. Ce qu'il faut, c'est regarder la réalité en face et se faire violence pour sortir de ses certitudes. Ce n'est pas facile, mais comme le disait Nietzsche, la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat.